Donc, on commencera toujours, comme j'ai dit, la deuxième séance du cours. On va enchaîner sur les enjeux de la qualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les enjeux? C'est-à-dire les qualités ou bien les défis à soulever par cette question de qualité d'énergie électrique. Bon, donc commençons tout d'abord par quelques aspects qui sont liés à cette qualité d'énergie électrique. On a déjà mentionné l'introduction, donc la notion de compatibilité électromagnétique, ce qu'on appelle la CEM. Donc, bien sûr, on aura l'occasion de voir un chapitre complet sur la CEM. Donc, maintenant, on ne va pas trop détailler ce point-là. Donc, en fait, c'est quoi la CEM? C'est juste pour introduire quelques notions qui vont venir après. Donc, c'est l'aptitude d'un appareil ou d'un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans son environnement. Donc, en fait, vous avez un appareil donné. Cet appareil-là, il fonctionne dans un réseau électrique. Bien sûr, ce réseau-là, il peut générer, ou bien les appareils se trouvant dans ce réseau électrique-là, que ce soit local ou bien le réseau complet, il peut générer des perturbations, que ce soit conduite, que ce soit rayonné. Bien sûr, votre appareil aussi, il peut générer aussi des perturbations qui peuvent être conduites ou bien rayonnées. Des perturbations qui peuvent être conduites ou bien rayonnées. Qu'est-ce que ça veut dire cette CEM? C'est-à-dire les perturbations en provenance du réseau ne vont pas altérer le fonctionnement de votre appareil, c'est-à-dire votre appareil-là, il persiste vis-à-vis ces perturbations-là, vis-à-vis ces perturbations. Et bien sûr, les perturbations engendrées ou bien envoyées ou bien générées par votre appareil-là ne vont pas altérer, n'altèrent pas le fonctionnement du réseau, le fonctionnement des autres appareils. Bien sûr, ça, c'est le concept des autres appareils. Ça, c'est le concept général. Mais en fait, ce concept-là, il est valorisé par des valeurs numériques qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire le taux de perturbation électrique ou bien électromagnétique, que ce soit rayonné ou bien conduite tolérable, que ce soit généré ou bien à tolérer par votre appareil. C'est-à-dire qu'on va définir les différents seuils qui sont tolérables par les appareils qui sont à mettre dans un réseau électrique. Donc, ceci, on va le voir, bien sûr, d'une manière chiffrée sur la norme. Bien sûr, la norme qui traite ça, déjà une norme primitive, c'est la VE 161 0107, mais il y a toute une panoplie de normes, des normes qui commencent par la valeur 60 000. Donc, ce sont tous des normes qui traitent la CEM. La IEC 60 000 quelque chose, ce sont des normes qui traitent la compatibilité électromagnétique. Donc, le concept Monsieur, CEM classe les perturbations selon deux groupes, comme je dis. Oui, monsieur, oui, monsieur, la question, s'il vous plaît. Monsieur, pour l'étude de la oui. compatibilité électromagnétique dédiée pour les secteurs automobiles, on trouve les salles anéchoïques. Par exemple, est-ce qu'il y a des salles dédiées pour Oui, l'étude de la les salles compatibilité anéchoïques. électromagnétique au réseau électrique? Oui, monsieur. Chauffe. Les salles anéchoïques, ils sont utilisés pour tous les appareils, que ce soit pour l'automobile ou bien d'autres. L'appareillage qui est utilisé dans les différentes installations industrielles autres que l'automobile, il utilise les salles anéchoïques pour réaliser les tests. Donc, les salles anéchoïques, en fait, c'est quoi? Ce sont des salles hermétiques. Donc, ces salles-là, ils permettent de garder la perturbation à l'intérieur. C'est-à-dire là, ils sont utilisés pour tester ou bien valoriser la quantité de rayonnement envoyé par votre appareil sur un environnement donné. Donc, c'est un concept qui est vraiment très connu. Donc, c'est le même matériel qui est utilisé pour réaliser les tests. En fait, actuellement, ça existe déjà des labos, des salles anéchoïques que vous pouvez les louer. Donc, en Europe, par exemple, vous pouvez trouver ces salles-là. Vous avez un matériel à tester. Vous allez tout simplement demander un test de votre matériel. Ils vont vous louer une séance de test pour votre matériel. Dans cette salle-là, bien sûr, c'est une salle qui est bien équipée par le différents matériels
les bords du mur qui ne sont pas réflecteurs, et bien sûr les différentes antennes pour mesurer les différentes puissances générées par ou bien envoyées par votre matériel, et bien sûr des alimentations et tout. Donc, en fait, ça, les salles anéchoïques, c'est général, que ce soit pour l'automobile ou bien pour d'autres matériels. De toute façon, on va s'arrêter sur ça Monsieur, lorsqu'on le parlera de la logiciel, CEM en détail. Donc, Maji واحد الكور. Oui, monsieur, pour le oui, logiciel, monsieur ils sont Abdelmajid. généraux. Monsieur, pour le Oui, c'est logiciel, général. ils sont généraux Les salles ou bien anéchoïques, c'est spécifiques général. pour chaque On secteur. n'utilise pas. Monsieur, Oui, pour les logiciels qu'on fait des Naya. simulations de CEM, les logiciels qui sont dédiés pour la compatibilité électromagnétique, est-ce qu'ils sont généraux dans tous les secteurs ou bien spécifiques? Oui, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, ils sont généraux. Mais vous pouvez trouver certains logiciels qui sont réservés ou bien dédiés pour le secteur automobile. Par exemple, il y a des logiciels qui ont déjà des modèles de véhicules, que ce soit électriques ou bien thermiques, avec le bruit interne, les différents bruits générés et tout. Comme ça, vous pouvez émuler en hill, ce qu'on appelle le hardware in loop, votre matériel, combien il génère de bruit, et ainsi de suite. Le principe, c'est le même, hein. C'est clair ce que je viens de raconter là. Pour le logiciel, vous pouvez trouver des petites différences entre un logiciel et un autre. Donc, il y a des logiciels qui sont génériques pour tout. Vous pouvez travailler avec ce logiciel-là pour l'automobile et pour d'autres, hein. مثلا غادي نشوفوا من بعد ان شاء الله lorsqu'on aura traitera le cours de CEM, on va parler par exemple du COMSOL multiphysics. هذا c'est un logiciel général دير به هو مش غادي على السي ام ديجا بعدا يمكن تستخدم به حتى لي زونتين حتى لي ترانسميسيون اي تو. دونك هذا c'est un logiciel avec lequel vous pouvez travailler tout. Vous pouvez faire la CEM et d'autres concepts physiques, ok? Pour l'automobile et pour d'autres appareillages tels que les disjoncteurs, les discontacteurs, le matériel électronique fabriqué, ainsi de suite. C'est clair ce que je viens de raconter là? واش واضح ردودي؟ Je préfère ne pas drainer trop sur Merci, ce monsieur. point-là, لأن c'est pas vraiment très intéressant pour le moment, لأن مازال ما هضرناش على السي ام en détail. دابا كنتكلموا على شي حاجة اللي ربما الأغلبية ما عارفينش de quoi on parle. Donc la salle anechoique tout simplement ce sont des salles qui dont les plafonds باش ما تكونوش خارج السياق، des salles كندير فيهم واحد لو matériau à base de carbone يكون عنده واحد la forme comme ça. On va le voir par la suite. Donc les différentes parois ديال le mur كله، وكيكون داخل عندك واحد لوندغوا فين كدير لو ماتيريال ديالك اتيستي، وكاين يكون عندك ce qu'on appelle des antennes de mesure. Où tout le travail se fait à l'extérieur. De l'extérieur, je commande maintenant mon matériel pour qu'il fonctionne et je mesure les différents bruits par cette antenne-là. هاد les éléments اللي كتشوفوا هنا l'intérêt ديالهم c'est quoi؟ هادو ما كيديروش لي ريفليكسيون ديال لو سينيال. السينيال كيضرب الا كان عندك une paroi عاديه، donc شنو كيوقع؟ Un signal généré par celui-là, une fois il frappe sur le paroi, il se reflète. Il se reflète bien sûr كيرجع لنا le même signal ولكن avec un retard. بمعنى كيكريي ce qu'on appelle l'interférence، كيولي عندك l'interférence ما بين le signal و le signal lui-même retardé, ce qui fausse la mesure. Donc كنديروا هاد لي باروا هادو pour absorber هذاك le signal. بمعنى le signal اللي كيشد لونتين يلاه le signal généré ni retard ni rien. Donc j'élimine les réflexions tout simplement. هادو هما ce qu'on appelle les salles anéchoïques. واخا نرجعوا دابا للكور ديالنا. Donc, le concept de CEM, il permet de classer les perturbations selon deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les perturbations d'espace-fréquence. Il y a la fréquence 0, MHz. Ce qu'on appelle là les perturbations conduites. Quand il y a une conduite, il y a une qui se propage via les conducteurs, via les connexions électriques. Bien sûr, on va parler de ça. La CEM. Okay, lorsque la fréquence est supérieure à 9 MHz, on parle dans ce cas-là du rayonnement, c'est-à-dire les perturbations rayonnées. C'est-à-dire si vous avez votre alimentation à découpage qui fonctionne avec une fréquence de 1 MHz, bien sûr, vous aurez des harmoniques qui sont multiples de ce 1 MHz-là. Par exemple, vous avez le multiple 11, par exemple, qui donne une fréquence de 11 MHz. Dans ce cas-là, les conducteurs de votre alimentation à découpage, ils vont se transformer en une véritable antenne qui va rayonner ce 11 MHz-là.
malgré que l'amplitude de cette perturbation-là, elle est faible, elle peut altérer un signal en transmission, par exemple, numérique ou bien analogique, qui fonctionne sur la même bande, par exemple. Comme ça, vous aurez de l'interférence avec un signal qui existe déjà et qui est utile. Donc, sachez bien que les ordres de grandeur des signaux traités en transmission, c'est des microwatts, hein. C'est-à-dire là, si vous avez un signal, une harmonique de quelques microwatts, donc déjà l'harmonique 11, il y a quelques microwatts, dans ce cas-là, ça peut altérer bon, bien le fonctionnement d'un tel appareil fonctionnant en télécom. Les phénomènes observés et pouvant affecter le bon fonctionnement des réseaux électriques peuvent être regroupés en 4 catégories, selon qu'ils affectent soit l'amplitude, ou bien la forme d'onde, ou bien la fréquence, ou bien la symétrie du système triphasique. Donc voilà, vous avez les 4 paramètres indispensables. Vous avez l'amplitude du signal. La première définition de la qualité d'énergie électrique. La première approche, c'est l'approche morphologique, c'est-à-dire la forme du signal. Lorsqu'on parle de la forme du signal, dans ce cas-là, on peut parler de l'amplitude. La forme d'onde, est-ce qu'il y a bien sûr un changement de rapport cyclique, de déphasage et ainsi de suite. Et la fréquence du signal, bien sûr. Et finalement, la symétrie. Est-ce que vous avez un problème de déséquilibre ou bien d'autre? C'est-à-dire, on parle d'un triphasé équilibré. Vous avez les 3 signaux qui sont équitables de point de vue amplitude. Et bien sûr, ils sont déphasés de la même façon. Si vous avez le déséquilibre, soit le déphasage qui est altéré un peu, soit les amplitudes qui sont altérées un peu, c'est-à-dire l'amplitude de V1 ou bien de I1 est différente de l'amplitude de I2 et I3. Dans ce cas-là, vous aurez ce qu'on appelle le déséquilibre. Dans ce cas-là, vous avez un problème de qualité d'énergie électrique. Donc là, vous avez un petit résumé de quelques perturbations du réseau de distribution basse tension. Là, on parle de la norme EN 5160. Donc, la norme, il va nous accompagner dans ce cours-là. Donc, c'est une norme qui a été élaborée. Donc, EN, c'est pour European Norm, c'est-à-dire la norme européenne, déterminée ou bien élaborée par le Comité européen de normalisation électrotechnique, ce qu'on appelle le CNELEC. Donc, elle traite les caractéristiques de produits électricité en basse et moyenne tension. Donc, pour cette norme-là, la variation de la tension, il ne doit pas dépasser plus ou moins 10% de la tension nominale. Donc, lorsque je parle bien sûr d'une ligne de 20 kV, par exemple, dans ce cas-là, je ne peux pas tolérer une variation au-delà de plus ou moins 10%. Donc, plus ou moins 10%, là, on approche un problème de qualité. Dépasser le problème de qualité, alors la non-qualité, carrément. Donc, bon, on peut définir, donc cette norme-là, elle permet de définir un certain nombre de problèmes qui sont couramment rencontrés dans les réseaux électriques. Donc, ce qu'on appelle le problème de fluctuation de tension, ce sont des variations lentes, fluctuation de tension, ce sont des variations lentes dont l'amplitude, le delta U, il est inférieur à 10%. C'est-à-dire, si vous avez une tension de 1000 volts, ok, donc une fluctuation de delta U qui est inférieure à 100 volts. Ok, voilà la valeur efficace de 1000 volts, c'est-à-dire ça peut aller de 900 jusqu'à 1100 volts, mais cette fluctuation-là, elle est lente. Ok, dans ce cas-là, on parle d'une fluctuation de tension. Bien sûr, avec ces fluctuations-là, le système il doit continuer à fonctionner sans aucun problème, mais vous devez prévoir des corrections et des interventions à votre installation si vous avez des fluctuations de tension. Donc, bien sûr, votre installation, généralement, il peut tolérer une fluctuation, mais si ce problème-là, il persiste, il se répète, dans ce cas-là, vous avez un problème de qualité, vous devez le régler. Vous devez prévoir du matériel pour éliminer ces fluctuations de tension. On parle aussi de problème de flicker. Flicker, c'est quoi le flicker? C'est le scintillement, c'est-à-dire il y a un problème de faible variation de tension. Donc, cette tension-là, il a des hauts et des bas, mais pour des amplitudes, delta U, qui est comprise entre 3% et 10%, c'est-à-dire inférieur toujours à 10%, mais supérieur à 3%. Ces fluctuations, la différence entre le flicker et la fluctuation de tension, il y a tout d'abord l'amplitude.
Et aussi, vous avez ce qu'on appelle la fréquence de variation. Les flickers, ce sont des scintillements rapides. C'est-à-dire, au bout d'une période ou bien de deux périodes, vous avez une variation. Donc, une fluctuation de tension, vous avez des variations qui sont lentes, qui durent sur des dizaines de périodes. Voilà. Donc, là, le flicker. On a le problème de variation de tension. Il y a une variation de tension. L'amplitude, c'est la même avec la fluctuation de tension. La différence, c'est une variation bref, c'est-à-dire vous aurez un fonctionnement de votre installation, mais d'un coup, vous avez une variation d'une tension, une diminution bien, une diminution surtout, une diminution de votre tension de ligne, avec une variation qui est inférieure à 10%, bien sûr. Et bien sûr, après un certain temps, il rejoint la valeur nominale. Bien sûr, ces différents problèmes-là, vous pouvez les retrouver. Si vous avez trop de machines à démarrage direct, par exemple, sur votre réseau, vous allez retrouver ce petit problème-là. Aussi, vous avez ce qu'on appelle le problème de creux. Donc, la différence entre le creux et la variation, de point de vue temps, c'est la même chose à peu près. La différence, c'est l'amplitude. Donc, variation de tension, si l'amplitude de la variation est inférieure à 10%, mais le creux de tension, si cette amplitude de variation-là, elle est supérieure à 10%. C'est-à-dire là, si je dépasse ce 10%-là, là, on est devant ce qu'on appelle un creux de tension, ce qu'on appelle le dip en anglais. Deep voltage. Avec ce qu'on appelle le sag voltage. Donc, le problème de sag et le problème de dip. Le dip, c'est grave. Okay? Si vous avez des dips de tension là, il faut prévoir obligatoirement un réglage. Et nefti la norme. Alors, plus ou moins 10%. Vous êtes en dehors de la norme 1,50-160. Il faut prévoir un remède immédiat. Là, vous êtes en dehors de la norme. Vous avez ce qu'on appelle des coupures brèves. Coupure brève, c'est-à-dire la tension, il rejoint carrément le zéro. C'est-à-dire il y a un arrêt. Donc, ce problème-là, il peut être dû à, par exemple, à une disconnexion, à un arrêt d'un disjoncteur externe d'alimentation ou bien d'un discontacteur. Donc, dans ce cas-là, on peut se trouver avec ce qu'on appelle le bref de tension. Par exemple, vous avez votre installation. Donc, vous êtes alimenté à partir d'un arrivé lointain, par exemple. Voilà le jeu de barre de votre installation. Ce jeu de barre-là, pour renforcer la qualité de votre réseau-là, vous allez, par exemple, utiliser un générateur local pour alimenter ce jeu de barre-là. Bien sûr, là, vous avez plusieurs départs. Là, vous avez plusieurs départs. Donc, que se passe-t-il s'il y a un problème là, s'il y a un problème quelque part là, ou bien au niveau de ce disjoncteur-là, s'il y a ouverture là? Normalement, s'il y a ouverture là, vous avez déjà une alimentation de secours. Mais cette alimentation de secours-là, il nécessite un démarrage et une mise en route. Cette mise en route-là, ça demande un temps. C'est ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le temps de coupure. Donc, le temps de coupure, c'est le temps entre le passage, le fonctionnement normal, avec le fonctionnement normal, le fonctionnement dit de secours. Donc, ce passage de le fonctionnement normal vers le fonctionnement de secours, il peut créer ou bien engendrer des coupures brèves de votre ligne d'alimentation. Bien sûr, certains appareils, ils tolèrent cette coupure-là, mais d'autres appareils ne le tolèrent pas. Donc, pour les appareils qui ne tolèrent pas cette coupure-là, on doit prévoir des alimentations sans interruption. Donc, on va voir bien sûr là par la suite comment on va faire pour protéger notre appareil contre ces coupures brèves. Maintenant, ce qu'on appelle un troisième ou bien un autre problème, donc je fais les problèmes 1, 2, 3, 4, 5, le sixième problème. Le sixième problème, c'est le problème de surtension. Surtension, donc vous allez remarquer ça lorsque vous branchez instantanément ou bien accidentellement des capacités sur votre ligne. Dans ce cas-là, vous allez remarquer un petit dépassement de la tension pour une durée donnée. Donc, ce dépassement-là, bien sûr, on parle de dépassement ou bien de surtension si ce delta U-là, il dépasse 10%. Oui?
Très bien. Là, si vous voulez, les différents problèmes, vous allez les remarquer en ce qui concerne l'amplitude de la tension. Oui, شوف بالنسبه للريشارج اللي قلتي très bien. يعني الاكسبت Donc, l'origine de ces perturbations que vous allez rencontrer sur votre réseau. Donc, bien sûr, on a tout à l'heure parlé de quelques origines qui sont dues à ces différents problèmes. Donc, creux de tension, coupure, surtension, variation rapide de la tension, le flicker et ainsi de suite. C'est généralement dû à l'existence de plusieurs charges mécaniques ou bien électriques qui consomment trop de courant et bien sûr qui nécessitent des mises ou bien des démarrages qui sont un peu agressifs tels que le démarrage direct d'une machine à courant continu, les fours à l'arc, par exemple. On sait bien que le four à arc, là, il consomme un courant impulsionnel d'amplitude qui est vraiment très grand, proche du courant du court-circuit carrément. Donc, ces fours-là, bien sûr, ils vont créer un déséquilibre, un grand déséquilibre sur ou bien une grande perturbation sur le réseau. Donc, lorsque je consomme un courant qui est vraiment trop grand, dans ce cas-là, automatiquement, la chute de tension, il augmente. Par la suite, la tension, il chute. La tension, il chute. Là, vous allez remarquer cette question de creux de tension. Si vous avez plusieurs démarrages, ces plusieurs démarrages-là, ils vont créer plusieurs anomalies dans la tension que vous avez sur votre installation électrique. Il y a le problème aussi de déséquilibre. Le problème de déséquilibre là, il existe toujours sur le réseau industriel, mais généralement la norme, il exige que ce déséquilibre-là ne dépasse pas 12% sur 10 minutes. Donc, s'il dépasse ce 2% sur 10 minutes là, il faut prévoir des remèdes. Car en fait, si vous avez ce problème de déséquilibre-là, là, vous avez un problème là où il va naître, vous allez remarquer la naissance de plusieurs harmoniques qui vont créer des problèmes. Donc, surtout le courant homopolaire qui va, dans ce cas-là, augmenter. Donc, le courant homopolaire qui va augmenter et qui va créer des problèmes dans votre neutre. Bien sûr, vous avez toujours des problèmes qui sont liés à la tension aussi, ce qu'on appelle l'existence de la pollution harmonique. C'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, en fait, l'existence de charges polluantes, les charges non linéaires, telles que les variateurs de vitesse, les alimentations à découpage et tout. Donc, elles créent des harmoniques qui vont s'ajouter ou bien s'additionner à votre courant de ligne. Par la suite, ils vont créer ce qu'on appelle des harmoniques de tension. Revenons un peu sur les représentations mathématiques. Donc, avant de commencer à juger les différents points concernant cette question de qualité sur la forme, c'est-à-dire cette question morphologique de la tension. Donc, on sait bien qu'un signal sinusoïdal, il s'écrit sur la forme. Il y a un signal périodique, il s'écrit sur cette forme-là, c'est-à-dire x de t égale à x0. x0, c'est l'amplitude. Cosinus θ de t, là, θ de t s'appelle la phase instantanée. Donc, la phase instantanée, en fait, c'est quoi? C'est depuis l'intégrale de f de u du avec fu de u, c'est quoi? C'est la fréquence instantanée. Fréquence instantanée. Donc, si vous avez une dérive de fréquence, c'est-à-dire si f0 de t n'égale plus à f0. Donc, s'il est égal à f0, ça, c'est le cas voulu. Par exemple, dans ce cas-là, on parle d'un réseau à 50 Hz. 50 Hz, c'est votre fréquence du réseau. Donc, si f0 de t égale à f0 plus delta f maintenant, une variation de cette fréquence-là. C'est-à-dire il y a une fréquence. Il y a une erreur de fréquence. Cette erreur-là, il est mesurée en rapport avec la fréquence normalisée. Par exemple, là, vous avez le 50 Hz, 60 Hz pour le réseau américain. Là, vous avez le 50 Hz. Si vous avez là, par exemple, 50,5 Hz, dans ce cas-là, on parle d'une dérive xi égale 50,5 moins 50 sur 50. C'est-à-dire, donc, ça va donner quoi? 50, c'est 0,5 sur 50. Sur 50, ça va donner c'est 0,1 sur 10, c'est-à-dire 0,01.
Donc, égal, 1%. On parle d'une dérive de 1%. Si vous avez la fréquence qui atteint 50,5 Hz. OK? Donc, la norme EN 50-160. Donc, il permet de fixer les limites supérieures et inférieures de cette fréquence-là. C'est-à-dire, si vous êtes un producteur d'énergie, si vous avez à réaliser un générateur qui va verser l'énergie sur le réseau, vous avez une norme à respecter. Si vous ne respectez pas cette norme-là, donc ce que vous faites là, c'est hors la norme, c'est-à-dire vous êtes hors la norme. Hein. Donc, c'est-à-dire il faut que vous respectez obligatoirement cette norme-là, sinon vous allez subir les conséquences. Okay? Donc, F0 de T moyenne sur 10 secondes, voilà la norme. Égale à 50 Hz moins 1% pour 99,5% du temps. Donc, يعطينا 50 هرتز يعني 1% تقريبا هي اللي قلنا قبيله غتمشي من 49.5 هرتز حتى 50.5 هرتز 99.5% ديال الوقت. Il va de moins 6% à plus 4% pour 100% du temps, c'est-à-dire 100% du temps, il doit aller entre 47 Hz et 52 Hz. C'est-à-dire jamais il ne doit dépasser cette limite-là, cette limite minimale et cette limite maximale. بمعنى إلا بغيتي دير مثلا un générateur, c'est une machine synchrone qui va produire un groupe électrogène, qui va produire de l'énergie, vous allez le verser sur le réseau. Obligatoirement, votre fréquence elle doit être supérieure strictement à 47 Hz et inférieure strictement à 52 Hz avant de commencer le couplage. Bien sûr, je crois que vous avez déjà vu ce TP de couplage sur le réseau. Donc, on sait déjà que si vous avez un petit décalage de fréquence ou bien de phase de votre générateur vis-à-vis du réseau, ça créera des surtensions. Donc, c'est normal. Donc, surtension, c'est vous qui va subir ces surtensions-là. Donc, c'est votre machine et les câbles associés à votre machine qui connectent votre machine. Peut-être des sectionnements, peut-être des de protection, peut-être carrément des destructions du matériel. C'est-à-dire, normalement, vous allez verser l'énergie sur un réseau de puissance qui est vraiment très grande que la vôtre, c'est-à-dire vous êtes un réseau faible, vous allez verser l'énergie sur un réseau qui est vraiment très fort. Okay? On parle théoriquement d'un réseau de puissance infinie. Dans ce cas-là, vous devez respecter cette règle d'or. Donc ça, c'est la norme. La norme EN 50-160. L'impact. Donc, quel sera l'impact qui sera créé par cette variation de la fréquence? Donc, les effets, c'est la désynchronisation d'horloge. Donc, c'est un problème qui est lié à certains appareils électroniques et certains circuits de commande de convertisseurs surtout. Donc, il y a certains appareils électroniques, circuits de commande, quelques téléviseurs et d'autres qui se synchronisent sur la fréquence d'horloge. Se synchronisent sur F. S'il y a une dérive de ce F-là, si F-là varie, dans ce cas-là, vous aurez des problèmes. Donc, anciennement, par exemple, dans les télévisions, s'il y a une petite dérive de fréquence sur l'horizon, on peut le remarquer sur l'écran carrément. Vous allez voir des scintillements sur l'image. C'est-à-dire qu'il y a un problème de synchronisation. Voire parfois une déformation carrément de l'image s'il y a une grande dérive de fréquence. Pour les convertisseurs statiques aussi, donc ça pose des problèmes. Donc, certains convertisseurs-là, ils se synchronisent sur cette fréquence de réseau-là pour verser l'énergie sur le réseau, pour assurer ce qu'on appelle le critère de power factor, c'est-à-dire le facteur de puissance. Pour assurer cette question-là, donc il doit toujours, il utilise toujours ce qu'on appelle des PLL, des boucles laborieuse de phase, qui permettent de restituer ce qu'on appelle le signal à partir du réseau. Donc, si ce signal-là il est déformé, bien sûr, votre filtre ou bien votre convertisseur, il va générer aussi un signal qui est déformé. Donc, ce qui représente vraiment un problème. Aussi, donc, vous aurez des problèmes qui sont techniques, qui sont liés aux machines. Donc, on sait déjà que certaines machines électriques
leur fréquence de rotation, elle dépend de la fréquence de réseau. On parle surtout de la machine asynchrone et la machine synchrone. Surtout si vous parlez de la machine synchrone, là c'est grave. Donc, en fait, la fréquence de rotation de la machine synchrone, elle est liée à la fréquence de réseau. Donc, c'est-à-dire, c'est la même. Hein. La machine de moteur synchrone, elle tourne avec le synchronisme. Par exemple, si vous êtes figé à travailler à une fréquence donnée pour votre machine synchrone, si la fréquence de réseau, elle dérive, dans ce cas-là, vous aurez soit une variation de vitesse, augmentation ou bien diminution, soit carrément un décrochage de votre machine si vous êtes figé à fonctionner à une fréquence de rotation donnée. Donc, le décrochage. Donc, là, c'est ce qu'on appelle les problèmes qui sont liés à cette question de variation de fréquence. Variation d'amplitude. Donc, là, on a déjà parlé de x de t, on a appelé x0, l'amplitude il ne varie pas. Donc, c'est la phase instantanée qui varie. Maintenant, la phase instantanée, elle est fixe. C'est 2pi f0t plus phi 0. Okay? Voilà, c'est l'amplitude x0 de t qui varie. Donc, l'erreur normalisée de variation, il y a x0 de t, l'instantané, moins x0, la valeur normalisée, sur x0. C'est ce qu'on appelle l'erreur normalisée de la variation de la tension. Donc, en mesurant cette valeur-là, donc la variation sur V, en mesurant cette valeur-là, qu'on peut juger cette question de qualité d'énergie électrique vis-à-vis la tension. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un flicard? Est-ce qu'on a, par exemple, une fluctuation de tension, un dip, un sag ou bien une surtension carrément? Donc, la norme EN 50-160. EN 50-160, il exige que la valeur efficace moyenne sur 10 minutes égale 230 volts, donc un chiffre basse tension. Sinon, pour moyenne tension, c'est à peu près la même chose avec un pourcentage un peu différent. Donc, 230 volts moins 10% pour 95% du temps. C'est-à-dire, il faut que la valeur efficace ne sorte pas des 10% hein, de cette valeur-là. C'est-à-dire 230 volts moins 23 volts plus 23 volts sur 10 minutes. Donc, déjà, ça a plus ou moins 10% que la raison. Donc, à 10%, plus ou moins 10%, il faut que la valeur efficace moyenne sur 10 minutes ne dépasse pas ce 10%-là, plus ou moins 10%, pour 95% du temps. Donc, ça peut que, pour 100% du temps, ça peut que je dépasse ce plus ou moins 10%. Pour 95% du temps, il faut que ça soit toujours vérifié. Donc, quelques impacts des perturbations sur la tension et la variation d'amplitude. Donc, on a la définition des différents éléments, mais ça n'empêche de le reprendre. Donc, les causes, c'est la variation de puissance des charges connectées, c'est-à-dire les moteurs à régime variable, les fours, à arc, et ainsi de suite. La mise sous et hors tension de charge, de grandes charges, les délestage automatique de charge, les charges nomades, les véhicules électriques, et ainsi de suite. Donc, la connexion et la déconnexion d'un certain nombre de charges, surtout ces charges-là, elles consomment un grand courant. Dans ce cas-là, vous aurez des petits problèmes de variation d'amplitude de votre alimentation. Donc, quel est l'effet que vous allez remarquer sur votre installation s'il y a une variation d'amplitude? Vous allez remarquer un papillotement, c'est-à-dire un éclairement qui vibre un peu, donc papillotement de l'éclairage qui gêne parfois. Vous allez remarquer parfois des pertes de données informatiques, c'est-à-dire des machines qui redémarrent d'une manière intempestive ou bien des pertes de données, donc dégradation de disques durs et ainsi de suite. Et bien sûr, quelques dégâts de produits, mais non, des produits informatiques. Donc, par exemple, là, vous pouvez remarquer des dégâts de certains produits, de certains appareillages surtout. Donc, si vous avez des surtensions, toujours, vous pouvez remarquer la dégradation des condensateurs, par exemple, des condensateurs de compensation. Donc, claquement de ces condensateurs-là. Donc, si vous avez toujours ce problème-là, vous pouvez remarquer des dégradations de certains appareillages de protection tels que les fusibles ou bien d'autres. Donc, on a un résumé, si vous voulez, de quelques valeurs usuelles issues de la norme. Donc, classification et triplée des perturbations de tension. Donc, là, on vous donne la durée.
et l'amplitude de la tension, donc selon les différents types de perturbations. Donc, comme c'est dit, ce qu'on appelle les perturbations de tension dites instantanées. Instantanées, c'est-à-dire qui vont venir pour des instants qui sont très courts. Donc, voilà, vous pouvez remarquer là, entre 0,5 et 30 cycles. C'est-à-dire, on a une période, c'est-à-dire 10 millisecondes, 0,5, entre 10 millisecondes. Donc, on sait que la période, c'est 20 millisecondes. Et 30 cycles, c'est 30 fois 20. C'est 600 millisecondes. C'est-à-dire 0,6 secondes. Donc, si vous avez une perturbation qui dure cette période-là, on l'appelle un creux de tension. Dans ce cas-là, l'amplitude de la tension, il peut aller de 0,1 à 0,9 à 0,9 pi. Donc, on parle là d'un creux, un creux de tension. Donc, je rappelle là, si vous vous souvenez très bien, le creux, le creux de tension. Donc, le dépassement, le delta U, il dépasse le 10% dans ce cas-là. C'est pourquoi on a dit là, من 0,1 حتى 0,9. Donc, si je suis supérieur à 0,9, dans ce cas-là, on ne parle pas de creux, mais on parle plutôt de flicker ou bien flicker, surtout flicker. Okay? Donc, creux de tension. Creux de tension, c'est grave. Là, vous avez dépassé le 10%. Pour la surtension, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je dépasse le 10% de la tension, c'est-à-dire, toujours la durée, elle est brève, entre 0,5 et 30 cycles. Okay? Donc, je vais de 1,1 à 1,8 per unit. Donc, PU, c'est per unit, c'est-à-dire par unité. C'est-à-dire, si la tension, en fait, là, c'est la valeur réelle sur la valeur normalisée. OK? C'est-à-dire que ça la valeur, ce qu'on appelle en per unit. Okay? Par exemple, il a dit la valeur normalisée, il y a 1000 volts. Si vous avez la valeur réelle existante sur le jeu de barre, il y a 900 volts. Dans ce cas-là, vous êtes 900 sur 1000, ça va donner 0,9. Vous êtes là. C'est un creux de tension. Donc, généralement, ces creux de tension ou bien ces surtensions-là, vous pouvez les mesurer en utilisant des appareillages de mesure par des pinces ampérimétriques et tout. Donc, ou bien des voltmètres installés sur le tableau. Il y a ce qu'on appelle des perturbations dites momentanées. Donc, momentanées, c'est un nombre de cycles un peu supérieur. Donc, ça va de 0,5 cycles jusqu'à 3 secondes. Donc, vous pouvez remarquer là, la durée elle est un peu plus longue que les autres. Dans ce cas-là, on parle soit de coupure de tension, soit des creux de tension aussi, soit d'une surtension. Donc, on peut remarquer là que cette question de creux et surtension, ça existe toujours. Hein. Donc, on peut trouver des creux ou bien des surtensions instantanées, ou bien momentanées, ou bien temporaires, ou bien de longue durée. Okay? Donc, la coupure aussi, on parle plus de coupure si la durée elle est faible, il est inférieur à 0,6 secondes. Okay? Donc, dans ce cas-là, par exemple, si je parle de temporaire, un creux de tension entre 30 cycles et 3 secondes, ça peut aller de 0,1 jusqu'à 0,9 périonite. Okay? Et ainsi de suite. Donc là, vous avez les différentes valeurs qui sont issues de la norme. Dégradation de la qualité d'énergie électrique. Impact des perturbations harmoniques. Donc, on a déjà parlé de ça un peu. On va essayer de continuer sur le même sujet. Donc, les origines de la perturbation électromagnétique ou bien la perturbation harmonique qui est due à l'existence généralement de charges non linéaires. Donc, par exemple, dans ce cas-là, vous avez cette charge-là qui est non linéaire, qui génère un courant harmonique qui est un peu déformé ou bien trop déformé. Donc, c'est l'origine, c'est la consommation d'un courant non sinusoïdal, donc l'existence d'un matériel d'électronique de puissance en général. Donc, ou bien l'existence de charges non linéaires. بحال les charges non linéaires, بحال la saturation magnétique, بحال quelques circuits d'électronique de puissance aussi. Donc, il y a مثلا la saturation magnétique, عندك une bobine saturée.
qui fonctionne dans le régime saturé. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez remarquer, par exemple, si vous avez ça c'est la courbe de variation de votre bobine. Si vous avez un courant sinusoïdal, hein, donc vous avez votre cycle d'hystérésis. Si vous avez une tension sinusoïdale là, vous n'avez plus un courant sinusoïdal là, mais vous avez un courant qui a cette forme-là. Pardon. Un courant qui a cette forme-là. Donc, un peu déformé. Donc, c'est un courant qui est dû à l'existence de la saturation magnétique. Les perturbations interharmoniques. Qu'est-ce qu'on veut dire par perturbation interharmonique? Donc, en fait, s'il y a des charges non linéaires avec l'existence d'harmoniques de tension ou bien de courant sur cette charge-là, donc, ces différentes harmoniques-là, elles vont créer toujours ce qu'on appelle ce problème de fréquence-différence et fréquence-somme. C'est-à-dire, si vous avez par exemple l'harmonique 3F0, et l'harmonique par exemple 4F0. Donc, généralement, il a une charge, il a des charges qui sont réseau ديالو كلهم des charges linéaires ما عنديش مشكل. Il a des charges non linéaires, ils vont engendrer la création de la fréquence 3F0, 4F0, aussi la fréquence somme, c'est-à-dire 3 plus 4, c'est-à-dire 7F0, et la fréquence différence. La fréquence différence, il y a 4 ناقص 3, donc 7F0 sur 2, pardon. Donc la somme sur 2, c'est-à-dire 3,5. Et la différence, c'est F0 sur 2. دابا هادو كيتسموا دي زارمونيك هادو 3F0 و 4F0. وكاين شنو كيتسموا هادو؟ هنا لارمونيك 3,5 الا بغينا نقولوا. الا كانت لا فريكونس 50 هرتز، اوكي، ولات عندي واحد لا فريكونس ماشي 150 هرتز، ولات 150 170 172 ونص. دونك لا الا كانت F0 ايكال 50 هرتز، هنا عندي 172 ونص. 172 ونص c'est pas un multiple entier de la fréquence 50 Hz. On l'appelle une perturbation interharmonique, c'est-à-dire ce n'est pas une perturbation vraiment harmonique. Donc généralement ces perturbations-là ont été remarquées sur des mesures avec des appareils. Et ensuite on a essayé d'interpréter ces perturbations-là. Ça provient de ça. Donc généralement في الأول ما كناش كنعتقدوا أنهم كاينين. On a كنتكلموا على la décomposition oscillophonique le signal, عندي l'harmonique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfois les harmoniques paires nulles, les harmoniques impaires au et je fais mes calculs. Donc malheureusement, lorsqu'on fait des mesures par des appareillages qui sont un peu sophistiqués, on trouve parfois l'existence des harmoniques de base déjà, ou des interharmoniques, c'est-à-dire des harmoniques qui ne doivent pas exister en fait. Donc on a essayé de réaliser des explications, voilà, c'est ça l'explication. C'est-à-dire l'existence de charges non linéaires permet d'engendrer la création des fréquences sommes et des fréquences différences, c'est-à-dire la question de non-linéarité qui va entrer dans ce cas-là. Donc, vous allez remarquer ce problème-là, surtout quand il y a les onduleurs Émilie. Les onduleurs Émilie, la fréquence Émilie, il est différente d'un multiple de la fréquence du réseau. Maintenant, il y a un onduleur, il a une fréquence de réseau 50 Hz. Sauf le courant de puissance, il est préférable de prendre un multiple de ce 50 Hz pour la fréquence Émilie. Il a la fréquence Émilie égale 5 kHz. ما عنديش مشكل هنا. هنا 50 kHz c'est un multiple de 50 Hz. Donc il a 4,8 kHz. Est-ce que c'est un multiple de 50 Hz? Peut-être. Je ne sais pas moi. Il a un multiple, ça marche. Il est un multiple. Si ce n'est pas un multiple, dans ce cas-là, ça va créer ce qu'on appelle des fréquences supérieures et inférieures, à droite et à gauche. Donc, toujours comme vous voyez là, donc l'Émilie, comme le fondamental, la fréquence Émilie. Autour d'elle, il y a des fréquences, plus la somme, ou plus la différence. Moins la différence. Vous allez voir là que cette fréquence-là, ce n'est plus un multiple de la fréquence du réseau secondaire. C'est dit.
Vous pouvez imaginer encore pire si vous avez plusieurs convertisseurs qui fonctionnent avec des fréquences tout à fait différentes. Donc, vous pouvez voir des sommes d'harmoniques, tout un panoplie de perturbations et d'harmoniques qui vont coexister sur le jeu de barres. Donc, quels sont les effets de ces interharmoniques-là? Donc, c'est le même effet des harmoniques, c'est-à-dire augmentation des pertes joules, problème de l'effet de peau, courant diélectrique, dégradation avec le temps, coupe pulsatoire. Donc, tout un nombre de problèmes qui sont liés aux harmoniques. C'est le même problème qui est lié au problème de l'interharmonique. Donc, voilà, c'est ça le problème de l'interharmonique. Donc, il est expliqué là. Donc, harmonique F égale à KF0. Interharmonique, c'est F supérieur à F0 et F, il est différent de KF0. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on a 3F0, 4F0, ولكن عندي واحد الهارمونيك هنا هو ماشي F0 ماشي 3F0 ماشي 4F0 من بيناتهم وعندي واحد الهارمونيك هنا ماشي F0 ولكن قل من F0. Ça peut provenir de cette question de non-linéarité qui est due à ce problème de somme et différence d'harmoniques existants. Voilà. Le déséquilibre. Donc, le déséquilibre, donc, théoriquement, les tensions du réseau, elles doivent être égales en amplitude et elles doivent être déphasées entre eux d'un angle de 120 degrés. Okay? Donc, là, vous avez un problème, c'est que, par exemple, dans ce cas-là, si je prends cet exemple-là, vous avez le V1, vous avez le V2, ça marche, mais vous avez le V3 qui a une amplitude un peu différente. Le V3 il est inférieur. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le déséquilibre. Là, vous avez un système qui est déséquilibré. C'est-à-dire, les tensions n'ont pas la même amplitude. Elles ont la même phase, oui, c'est bien, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Ils sont déphasés de 120 degrés, mais elles n'ont pas la même amplitude. Même chose, si vous avez bien sûr des signaux, par exemple, si vous avez ce cas de figure-là. Si vous avez V1, V2 et V3, par exemple, elle est là. OK? Donc, vous pouvez remarquer là, vous avez un problème. Peut-être l'amplitude est un peu égale, mais vous avez un problème de déphasage. C'est que le V3 n'est pas déphasé régulièrement tel que le V1 et le V2. OK? Dans ce cas-là, on parle d'une composante, d'un problème de déséquilibre. Le problème de déséquilibre, il crée quoi? Donc, théoriquement, un système déséquilibré, il est composé de la somme de 3 systèmes. Un système direct, un système inverse et un système homopolaire. Je la transformation de Fortescue. Là, de toute façon, vous pouvez y revenir si vous avez besoin. Donc, c'est-à-dire un système déséquilibré. Voilà, ce sont les 3 systèmes. Système direct, système inverse et système homopolaire. Donc, en fait, si vous avez 3 tensions V1, V2, V3, je n'ai la composante directe. La composante directe, c'est qui a V1, c'est l'amplitude de la composante directe. V1, V2 déphasé 2 pi sur 3, V3 déphasé moins 2 pi sur 3. Il y a moins 2 pi sur 3, on a 2 pi sur 3. Donc, la somme ديالهم كديفيزي على 3 كتلقى une amplitude ديال le signal dit direct. OK. بغيتي تحسب la composante là c'est direct. بغيتي inverse كدير العكس كتاخذ V1 plus V2 déphasé العكس هنا درتي 2 pi sur 3 تولي هنا وهنا العكس V3 déphasé moins 2 pi sur 3. Donc, il tourne dans ce sens-là. Il tourne dans ce sens-là. Et vous avez un système homopolaire. Homopolaire, la composante homopolaire tout simplement égale V1 plus V2 plus V3 sur 3. C'est la somme sur 3 tout simplement.
Là, ce qu'on appelle en fait la composante directe, inverse et homopolaire de votre système. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire il y a un déséquilibre? C'est-à-dire il y a une composante homopolaire. La composante homopolaire fait 4 circuits, le neutre. Donc, on sait déjà que le courant neutre, IN, égale à la somme de I1 plus I2 plus I3. OK? Donc, on a la phase 1, impédance, charge. Si cette charge-là, elle est déséquilibrée. Là, vous avez le fil neutre. C'est le neutre. En phase 1, phase 2 et phase 3. Donc, il est qu'il y a le déséquilibre. Le courant déséquilibré que vous avez là, il va circuler sur ce neutre-là. La somme, ce courant-là, plus ça, égale le courant homopolaire. Le courant homopolaire. Il va circuler sur le neutre. Donc, ce courant-là qui circule sur le neutre, il peut créer des problèmes. Donc, le degré de déséquilibre. Comment on mesure ce déséquilibre-là? Donc, le déséquilibre-là, il est mesuré en calculant le delta UI, il est le max sur I entre VI moins V moyenne sur V moyenne. Par exemple, I, c'est une valeur qui va de 1 à 3. C'est-à-dire, le 1, c'est pour phase 1, 2 pour phase 2 et 3 pour phase 3. C'est-à-dire, delta UI égale quoi? Supposons par exemple, le déséquilibre. Et là, l'amplitude V1 égale 220 volts. L'amplitude V2 égale par exemple 240 volts. Et l'amplitude V3 égale 10 volts. Je calcule tout d'abord la moyenne. La moyenne, je vais 250, 270, 470. تعطيني 470 على 3. واحد 5 20 تقريبا 7 157. هذه la tension moyenne. Maintenant, si je veux calculer le delta UI relatif à V1, هي 220 ناقص 157 sur 157. غتعطيني le delta UI. Pour 2 غنحسب عاوتاني 240 ناقص 157 sur 157 et ainsi de suite. Là, je calcule ce qu'on appelle le déséquilibre sur les trois tensions. Et le delta U3, là, je calcule le déséquilibre sur la broche, disons 3. Le CBEMA. Le CBEMA. Donc, c'est une courbe qu'on va utiliser par la suite, les différentes parties suivantes, surtout les ASI, les alimentations sans interruption. On aura besoin de cette courbe-là. C'est une courbe qui a été développée en 1970 par les concepteurs des blocs d'alimentation d'ordinateurs, des alimentations d'ordinateurs. OK? En 1970, qui a été normalisée à cette époque-là. Mais ensuite, cette même courbe-là, a été normalisée par le IEEE dans la norme IEEE 446. Les pratiques d'alimentation électrique de secours, c'est-à-dire les alimentations, surtout les ASI, alimentation sans interruption. Donc, la conception des alimentations sans interruption, ces alimentations-là, elles doivent corroborer avec cette courbe-là, la CBEMA. En fait, c'est quoi cette courbe-là? Donc, la courbe, elle est divisée en 3 parties. Il y a de la partie هذه, de la partie هذه. وعندي la partie الأخرى هي هذه. La partie en rouge, c'est la partie autorisée. La partie en vert, c'est la partie interdite. Ces deux parties-là, ce sont des parties interdites. Même chose là, c'est interdit. Donc, il ne faut pas que votre appareil fonctionne là, il ne faut pas que votre alimentation fonctionne là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, pour là sur l'axe des X là, vous avez ce qu'on appelle la durée de cycle. OK? La durée de cycle. Et dans l'axe vertical, vous avez le dépassement de la tension.
le dépassement de la tension, ou bien des tensions inférieures à la tension d'alimentation. C'est-à-dire là, vous avez le 100%. Donc, le 100%, il est toujours autorisé. C'est-à-dire d'être toujours à 100% de la tension, c'est toujours autorisé. Mais si vous dépassez le 100% par un pourcentage donné, il est autorisé pour des durées données. Mais il n'est pas autorisé toujours. OK? Même chose là, d'être inférieur à la tension, il est autorisé pour certains, pour quelques durées. Mais il n'est pas autorisé pour d'autres durées. Par exemple, pour une durée de, si je prends là par exemple 10 millisecondes, là c'est 10 millisecondes, pour 10 millisecondes, vous êtes là. La tension obligatoirement délivrée par votre générateur, elle doit être entre cette valeur-là et cette valeur-là. S'il dépasse cette valeur-là, vous êtes devant une surtension qui n'est pas autorisée, vous êtes hors la norme. Si vous êtes en deçà de cette tension-là, vous êtes devant un creux de tension qui n'est pas autorisé et qui est hors la norme. Okay? Donc, en fait, là, c'est les critères, si vous voulez, à respecter pour réaliser votre alimentation sans interruption. Donc là, c'est juste un résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, les différentes... les cycles moins les périodes, oui. Moins les périodes. Donc, dégradation de... Oui. Oui, oui. ما سمعتكش عاود. قلت لك السيد دابا هاد الجراف نورمالمون تيزيد واش دابا نورمال ديال لا طونسيون خدت بلاصه ديال لونديلو ديال لازي في لونطري ديالو. Avec la tension, oui, c'est la sortie de votre onduleur. Oui, exactement, c'est la sortie de votre onduleur. اللي كيدير Oui, يعني هو اللي كيدير c'est la sortie de votre onduleur. واضح. Exactement. داكور. صافي مزيان. Très bien. Donc là, c'est juste un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur les différents problèmes de perturbation sur la forme d'onde, donc soit la fluctuation de tension, le déséquilibre, les harmoniques, les surtensions et bien sûr les creux de tension. Donc pour ces différents problèmes-là, vous avez ce qu'on appelle les origines de perturbation. C'est un document qui est issu de la documentation Schneider. Documentation Schneider. Donc, il donne ce résumé-là. Je vois que c'est un résumé qui est bon. C'est pourquoi que je les mets ici. Donc là, vous avez les phénomènes qui causent ces différents problèmes-là. Par exemple, les creux de tension. Ils sont généralement, ils sont occasionnels. Ils sont généralement liés à un défaut d'isolement, rupture du conducteur neutre, par exemple. Vous pouvez remarquer là le creux de tension. Les moteurs asynchrones, c'est-à-dire les démarrages surtout, et les freinages. Les moteurs synchrones, les machines à souder, les fours à l'arc, les batteries de condensateur. Ok, donc vous pouvez remarquer là le problème de ces différentes, ce petit problème de creux de tension là. Je vais m'arrêter un peu sur ce problème d'harmonique qui est un problème fréquent généralement. Donc là, c'est fréquent, vous pouvez voir là, qui est dû principalement à l'existence de machines synchrones, machines à souder, les fours à l'arc, les convertisseurs, les charges informatiques, l'éclairage, l'onduleur, les batteries de condensateur et d'autres. Ok. Donc, vous pouvez voir là le déséquilibre qui peut être dû à un défaut d'isolement ou bien aussi à l'existence de certaines charges électriques telles que les machines asynchrones ou bien synchrones et les machines à souder. Donc là, c'est juste un petit résumé qui permet de résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant en ce qui concerne les différentes sources de dégradation de la qualité d'énergie électrique. Amélioration de la qualité d'énergie électrique. Maintenant, vous avez un problème de qualité, vous avez réalisé votre mesure. On va voir bien sûr par la suite comment on va mesurer cette question de comment on va chiffrer cette qualité d'énergie électrique. Ayant ce petit problème-là, comment on va résoudre ce problème-là. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on doit arrêter là ou bien on... Donc, je préfère m'arrêter là. OK?
Donc, déjà, oui. Donc, on arrête là. في الحصة الجاية إن شاء الله نبداو في هاد باش ما نبداوش هذا ونحبسوه في النص ديالو ونبقاو المرة الجاية كنعاودو النص وعاد نكملو. Donc, on va arrêter sur ce point-là. Et on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah, pour discuter le reste de ce cours-là, de la qualité d'énergie électrique. Est-ce que vous avez des D'accord. questions en ce qui concerne cette partie-là? Monsieur, Est-ce que vous avez des questions? Oui.